Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de France Invest, le rendez-vous du capital investissement. Tous les mois, nous vous proposons analyse, vision et retour d'expérience pour décrypter et comprendre comment le capital investissement construit l'économie de demain, parce que l'avenir est capital et qu'investir, c'est le construire. Alors que la compétitivité des puissances économiques se joue aujourd'hui sur leur capacité à porter des géants technologiques, portés eux-mêmes tout au long de leur croissance par des milliards de dollars d'investissement, comment faire en sorte en Europe de développer un vrai marché du financement de l'innovation. Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire financer l'innovation ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Dupelou. Bonjour Alexis. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous, comment ça va ? Merci à vous, pas mal, écoutez, pas mal de boulot. Alexis, tu es président de la commission Venture et Growth chez France Invest, tu es partenaire chez Xange également, et on va aller directement dans le vif du sujet ensemble. Ça veut dire quoi investir dans l'innovation quand on fait du capital investissement ? Donc moi je représente du coup chez France Invest donc le Venture Capital et le Growth qui sont un peu les mêmes métiers fondamentalement, c'est-à-dire en minoritaire, donc contrairement au private equity, on va prendre des participations 10, 20, 30% d'une société en échange de capitaux quand il faut une augmentation de capital, et ça va leur permettre de financer la croissance et donc d'aller chercher des parts de marché ou de développer des produits innovants pour aller essayer de construire des leaders comme tu disais tout à l'heure. Il y a différents stades de maturité dans les entreprises. On n'investit pas à chaque fois au même stade de la croissance d'une entreprise quand on fait du venture. Oui, exactement. Ça ira pour faire schématiser du seed, donc quand il y a une idée, un PowerPoint et quelques cerveaux brillants et très peu de moyens, à série A, B, C, où on passe à 100, 200, 300 employés. Très souvent, les fonds de early stage financent la création du produit, de la technologie. Ça peut prendre du temps quand c'est de la deep tech. Et les fonds late stage financent des choses qui marchent déjà et pour les exporter à l'international ou pour bâtir des leaders, comme tu dis, conquérir de nouveaux marchés, etc. etc. Et donc effectivement, il y a différents stades de financement, mais ils sont tous très importants. Aujourd'hui, déjà premièrement, on finance l'innovation. Donc nous-mêmes, nous avons besoin d'avoir des capitaux pour pouvoir ensuite les saupoudrer un peu partout dans l'écosystème et trouver des super entrepreneurs qui développeront des géants, comme tu le dis. Et donc en France, on a de la chance d'avoir à la fois des gros atouts. Déjà, on est en France, donc avec un État interventionniste, et ça peut avoir beaucoup de bons aspects. On est en Europe aussi, qui joue un peu le même rôle. Et à l'inverse, par contre, on nous compare souvent aux États-Unis, parce que c'est vrai que tout le monde a les yeux rivés là-bas. Et donc du coup, notre but premier pour la profession, c'est de lever des fonds et d'attirer nous-mêmes des capitaux, pour ensuite pouvoir les faire ruisseler dans l'économie française. Tu dis notre but premier, c'est parce que c'est un objectif qui n'est pas suffisamment atteint aujourd'hui. Il y a un manque de capitaux pour financer l'innovation en France et en Europe ? Alors, il faut savoir que c'est toujours pareil. Aux US, c'est complètement privé. Donc, quand on lève un véhicule de 100 millions d'euros, ce sera 100 millions d'euros d'argent privé. En Europe, en France, c'est un peu différent parce qu'on a des super entités comme la BPI, par exemple, qui fait très bien son travail, la Banque Centrale Européenne, qui va abonder même dans nos fonds à nous. Donc, des entités publiques comme la BPI ou comme la Commission Européenne seront LP dans nos propres fonds. Et donc en gros... LP, c'est investisseur. Exactement, ouais. Ce sont les investisseurs des fonds. Et donc, effectivement, il faut aller chercher des capitaux privés et on a la chance de vivre dans un pays qui nous donne des capitaux publics. Ceci étant dit, il en faut toujours plus. Parfois, il y a des trous dans la raquette, comme on dit. C'est-à-dire que, par exemple, il y aura beaucoup d'acteurs du très early stage parce que le métier est devenu à la mode, donc des petits fonds de seed, d'amorçage, etc. Ceux qui financent les PowerPoint et les bonnes idées, c'est exactement, ce que tu disais, d'accord, voilà. Dans un garage pour caricaturer, etc. Et puis en ce moment, par exemple, on a estimé qu'il y avait ce qu'il fallait comme vivier d'entrepreneurs en Europe. On a des super ingénieurs, on a des super laboratoires. On commençait à avoir pas mal de startups qui grossissaient, mais très souvent, c'est là où la chaîne est cassée en ce moment. Okay. En France et en Europe, on estime que c'est plutôt au côté grosse et late stage. C'est-à-dire quand les entreprises commencent un peu à devenir attractives, finalement, c'est des Américains plus smart, plus voraces, plus agressifs qui viennent finalement capturer un peu. Moi, je peux le voir comme ça, c'est un peu défensif, mais c'est proie, quoi. Et donc, notre rôle à tous, France Invest, à l'écosystème, à l'État français, à l'Union européenne, c'est d'arriver à faire en sorte que tout ça reste local. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a eu des initiatives comme l'initiative Tibi, qui est intéressante, qui consistait à encourager des acteurs privés à investir dans des fonds late stage, mais aussi early stage français.
Tibi du nom de celui qui a porté le rapport, hein, c'était en 2019, si Exactement. je dis pas de bêtises. Philippe Tibi, voilà, qui a été mis à la tête d'une commission. Il y a eu 2 chapitres. Il y a eu Tibi 1 qui avait plutôt bien marché. Et là, on est en plein au milieu de Tibi 2, en gros, qui est un programme qui a été amorcé il y a 2 ans à peu près, mais qui est un programme public qui est assez difficile à diriger et dont les résultats sont encore attendus, quoi. Donc, Et là, si je comprends bien, l'enjeu, c'est de continuer à venir financer des entreprises en forte croissance. Il y a un trou dans la raquette aujourd'hui, c'est ce que tu nous dis. Et le rapport, ce qui dit, c'est on va aller chercher les gros investisseurs, les institutionnels, pour venir financer l'innovation, c'est ça ? Exactement. Donc c'était le gouvernement Macron, Philippe Tibi, cette commission qui ont dit qu'il y avait beaucoup d'argent en France. On a des très beaux groupes d'assurance, par exemple, ou autres, qui sont des leaders européens, et donc qui avaient tendance à allouer leurs capitaux là où c'était le plus efficace, et parfois aux États-Unis c'est efficace, et du coup, mais par réflexe, à un moment peut-être qu'ils ont décidé de le faire par automatisme aussi, et donc on essaye, nous, Philippe Tibi a fait en sorte que ces assureurs flèchent cet argent plus tôt et soient incités à le faire vers des fonds locaux, d'une part, et puis nous, chez France Invest, il faut qu'on essaye de montrer que ça marche et qu'effectivement ça a du résultat, qu'on essaye de mieux orienter, puisqu'il y aura peut-être en Tibi 3 les éditions suivantes, etc. Et par exemple, maintenant que la technologie est un peu partout, etc., mais commence à être aussi saturée sur des sujets assez simples comme la digitalisation, les marketplaces, Airbnb, etc. Par exemple, on peut aussi louer l'interventionnisme de Tibi, par exemple, pour aller vers des sujets plus précis comme la deep tech, l'IA, etc. D'accord. Ah oui, au-delà, effectivement. Exactement. Il y a une double matrice matrice qui va être la maturité qu'on vise dans la chaîne de financement, et une deuxième matrice qui consiste à porter vers des secteurs stratégiques, comme la deep tech, les semi-conducteurs, la cybersécurité, etc., etc. Si je recontextualise un peu ce qu'on se dit, donc il y a différents niveaux d'investissement quand on finance l'innovation. Tu nous expliqueras un peu après comment on fait pour financer à partir de l'idée. Le trou dans la raquette que tu identifies et qui est identifié aujourd'hui, c'est le financement en late stage. Hein, exactement. Ouais. Et là, il y a donc ce rapport et ces mouvements réglementaires et politiques qui visent à flécher l'épargne, l'argent des institutionnels. Est-ce que le problème est réglé aujourd'hui et pourquoi est-ce que ça marche aux États-Unis et pas en Europe ? Alors, concernant Tibi, encore une fois, c'est difficile. Donc, c'est une bonne initiative. Après, les résultats sont pas toujours observables parce qu'encore une fois, ce sont des acteurs qui, de toute manière, mettaient un peu d'argent dans des fonds. Donc, il faut essayer de comprendre s'ils en mettent plus qu'avant, moins qu'avant. Donc, ça va prendre du temps. Je crois que l'inspection des finances est en train de travailler sur un rapport. Et donc, pour l'instant, du coup, c'est en train de porter ses fruits. On espère que ça va être le cas et on se bat pour ça. Pourquoi ça marche mieux aux États-Unis ? C'est une super question. C'est peut-être une appétence au risque. C'est peut-être parce que historiquement, tout est parti de là-bas et que même les startups, en fait, les meilleures, vont s'installer là-bas. Enfin, je dirais, il y a une espèce d'automatisme mondial, de toute manière, qui font que ils sont leaders et ce sera dans tous les domaines, aussi la recherche, etc. Ils ont tendance quand même à attirer beaucoup de talents, quels qu'ils soient. Et peut-être qu'à un moment, justement, parce qu'il manquait de financement, les gens partaient encore plus facilement là-bas. Donc, tout le but, justement, c'est d'essayer d'inverser cette tendance. Ça restera des lames de fond. Mais donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut des initiatives comme celle-ci. Pour collecter plus. Et donc collecter plus, financer plus localement. Et donc, garder les gens ici, les développements ici, etc. Comment on fait pour investir dans l'innovation alors qu'on a en face de soi des porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes, qui ont une super idée, un beau PowerPoint, mais à peu près tout, quoi. Elle est où l'analyse financière et fondamentale de l'investisseur ? Ça, c'est la grande question qui fait rire beaucoup de monde dans l'industrie, dans la finance en général du private equity, parce que c'est un segment un peu particulier. C'est très différent, c'est un sport, effectivement. Alors après, on aura toutes les tendances, donc on ne finance pas que sur PowerPoint et que à l'aveuglette. Il y aura plein de fonds différents. Plus la société se développe, plus on a de choses à analyser. Il y aura des fonds très très spécialisés qui ne traiteront que de brevets et de technologies très frontières, etc. Comment on fait ? Déjà, il faut un excellent maillage, sourcing, il faut appeler tout le monde, il faut être présent dans les écoles, dans les centres de recherche. Toute l'industrie du venture capital est devenue beaucoup plus à la mode ces dernières années. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu des bons retours, des bons fondamentaux ou autres, mais donc du coup le métier s'est beaucoup structuré. Donc là où en France il y avait quelques fonds il y a quelques années, français essentiellement, et puis une fois de temps en temps un fonds américain descendait de sa colline pour se saisir d'une pépite.
Maintenant, aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de fonds à chaque étape de la chaîne. Donc ça, c'est vrai, surtout en early stage. Et même les fonds internationaux sont venus beaucoup chasser en France, en Europe, etc. Parce que finalement, ça marche, quoi. Quand l'État s'y met, la BPI fait des choses formidables. Ok. Ils abondent d'argent absolument à tous les étages, en prêts d'honneur, en subventions, en financement direct. Ils sont aussi co-investisseurs avec nous, ils sont investisseurs chez nous. Et en fait, ça a marché, quoi. Donc en fait, l'écosystème français qui était complètement à la traîne par rapport au UK, qui était une annexe des US, par rapport en Allemagne, est devenu un des leaders européens. Donc ça marche. On est très fiers de ça. Et je suis persuadé que ça fait du bien à l'économie. Mais bon, le corollaire, c'est que du coup, ça a fait des envieux. Et du coup, la compétition est venue aussi ici. Et comment on fait du coup concrètement pour choisir les projets qui marchent et qui ne marchent pas? On regarde ceux qui mentionnent intelligence artificielle en 2026 ou... Alors c'est quand même, il vaut mieux dans un pitch, malgré tout, même mentionner qu'il y a de l'IA à un moment, parce que finalement, ça peut être dans des endroits tout bêtes. Même si on ne fait pas de l'IA, on peut toujours en mettre un petit peu partout pour être plus productif. Et ça peut être pour gérer ses ressources humaines, pour répondre à son support client. Donc maintenant, je pense qu'il y a quand même un gain de productivité globale et que ça a tendance à être capturé un peu plus vite par les startups. Or, les startups se font la concurrence entre eux. Donc on a plutôt intérêt, c'est vrai, à mettre de l'IA un peu partout. Et d'ailleurs, juste pour être clair, quand on parle d'innovation, on parle de tech. Oui, tout à fait. Que de tech. Ouais, qu'est-ce que vous metteriez d'autre dedans? Non, mais que ces mêmes profils de startups qui investissent, sur lesquels il faut beaucoup investir au début, attendre que la croissance arrive plusieurs années après. Il faut beaucoup investir au début, donc ça c'est des débats sans fond, ça dépendra des secteurs. Maintenant on pourra vous dire qu'avec 3 petits bouts de code, une IA, on peut vous faire une application pour un restaurant, alors qu'avant il fallait des dizaines de millions. C'est une vraie tendance, quoi, parce qu'il y a plein d'outils pour développeurs qui maintenant peuvent aider les néophytes. Ensuite il y a les trucs très ambitieux, très coûteux, la deep tech, les satellites, les exosquelettes. Ça va rester des choses hardware extrêmement pointues en R&D, et ça coûte des fortunes, et donc il faudra toujours des capitaux. Et enfin, il y a la troisième vague en ce moment, ce qui font un peu la une des journaux, c'est toutes ces startups IA qui sont déjà obligées de se battre avec la Terre entière, que ce soit Singapour ou San Francisco. Et donc qui sont dans une espèce de course à la taille critique. Et Mistral en est un bon exemple, quoi, où il faut lever des paquets d'argent pour ensuite déjà les dépenser en coûts d'inférence, etc., construire les modèles. Et deuxièmement, ne serait-ce que pour exister face aux géants américains comme OpenAI. Ça pose des questions sur la valorisation, mais avant ça, toi qui investit dans l'innovation, qui suit le secteur, tu le dis, il faut être présent partout pour voir comment ça, où est-ce que potentiellement on peut trouver la prochaine pépite. On a les armes en Europe pour se battre sur la course à l'innovation face aux Américains, aux Chinois, à Singapour? On a des nations de science déjà, on a des centres de recherche exceptionnels, et puis d'ailleurs les géants américains ont tendance à ouvrir des bureaux ici pour aller chercher des cerveaux moins chers, parce qu'en plus, là-bas, du coup, l'inflation est réelle, quoi, sur certains types de talents. Non, donc on a évidemment tout ce qu'il faut. Hein. Et puis en ce moment, d'ailleurs, on a des beaux leaders qui sont en train de se bâtir. On a une chance inouïe, par exemple, avec Mistral, d'avoir probablement la première des cacornes européennes en IA, et donc qui est totalement crédible. En plus, maintenant, il y a un truc qui a changé aussi, c'est ces espèces de relents de souveraineté qui font que avant, un Américain pouvait phagocyter tout ce qui se passe en Europe, autant maintenant... Il y a une espèce de regain de frontières, quoi, qui permettent de nouveau avoir un marché local intéressant. Si on revient sur ton métier, donc il y a le financement au début, il y a l'accompagnement, il y a la réflexion sur la sortie, ensuite derrière comment est-ce qu'on sort d'un investissement, et puis il y a le sujet de la valorisation. Alors si je reprends le sujet intelligence artificielle, quand on regarde sur les marchés financiers, on commente énormément les valorisations extrêmes des valeurs tech et IA. C'est la même chose dans le non-côté ? C'est corrélé, c'est sûr, en gros, parce que de toute manière, quand ça devient public, c'est la sortie royale, entre guillemets, donc c'est déjà un type de sortie. De toute manière, il faut regarder ça, quoi qu'il arrive, parce que ça sera les espérances de gain de demain, même s'il y a un lag, évidemment, de quelques années. Le venture capital et le growth sont cycliques, en technologie, etc., donc on l'a vu, il y a eu plusieurs bulles, plusieurs pics, etc., Bon, ça restera toujours, encore une fois, à la fois quelque chose d'inéluctable et un peu un mystère. Mais donc, oui, les valorisations, c'est un sujet énorme aujourd'hui. Parce qu'en plus, encore une fois, l'humanité s'emballe souvent autour de certains sujets, on l'a vu, c'est bis repetita, et c'est un peu ce qui s'est passé récemment. Donc là, de manière générale, le climat est un peu plus tendu, un peu plus morose.
dans l'innovation depuis 2021-2022, les années folles, l'emballement. Et donc, du coup, on est un peu en phase de correction sur l'activité en elle-même. Donc, ce qui a tendance à pousser les valorisations parce qu'il y a très peu de bonnes startups qui se financent. Il y a énormément de fonds qui se font la guerre pour les financer. Et ça a tendance à tirer énormément les valorisations par le haut. Et donc c'est un peu absurde. On vit dans un monde où le marché est beaucoup plus discriminant qu'avant. Avant, c'était facile de se faire financer même si on n'avait pas de business model. Et c'était caricaturé partout, à raison. Autant aujourd'hui, on est dans un marché où il y a très très peu de financement. Quand ils sont effectués, c'est à des valorisations indécentes. Et donc on est dans une espèce, pas de bulle, mais on est dans un système qui est un peu en surchauffe et qui aura tendance à se normer au fil du temps. Et les marchés publics sont aussi très élevés. Je crois que la moyenne des PER, des Price Earning Ratio, n'a jamais été aussi élevée au Nasdaq. Donc oui. En tout cas, on est dans une phase de pic. Donc il y a une effervescence. Voilà, disons-le. Et puis maintenant, les gens commencent à bruisser que bientôt ce sera la correction. Et en fait, c'est impossible de savoir pour le moment. J'imagine que c'est comme toutes les fins de bulle. Il y aura un jour un événement un peu majeur qui va faire cascade, quoi. Je sais pas, Nvidia qui va annoncer des mauvais résultats. Et donc c'est quelque chose que vous regardez aussi dans le non-coté, même si vous êtes sur le temps long. Alors peut-être qu'en innovation, on est sur un temps un peu plus court quand même, mais on est moins à la valorisation quotidienne, mais on regarde quand même cette effervescence de valorisation, justement parce qu'il y a un recentrage sur certaines startups. Oui, bien sûr, on est obligé de regarder, mais parfois c'est un réflexe qu'on a tendance d'oublier. On est tellement attiré par la technologie en elle-même, les gens, ce que la startup, la manière dont elle se développe, qu'on en oublie qu'à un moment, il va falloir se vendre, se valoriser, etc. Donc ça, c'est un travail important à faire. Et d'ailleurs, France Invest fait des rapports, des choses comme ça, justement pour essayer de comprendre où est la tendance, ce qui est rationnel ou pas. Et je pense que ça, pour tout investisseur, c'est l'enjeu clé, de comprendre où est la valo. Et effectivement, donc on regardera toujours un peu les marchés de manière générale. Il y a les marchés publics, pardon. Il y a les marchés publics. Ensuite, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout ça, c'est énormément structuré. Avant les startups, c'était pour les startups où ça finissait en IPO, etc. Oui, parce que l'IPO, c'est un moyen de sortie, effectivement, quand on investit. C'est la voie royale. Alors, aux US, ça, c'est la norme. Et malheureusement, en France, en Europe, c'est plus rare et plus difficile. On a des cas récents, d'ailleurs, ne serait-ce que dans notre portefeuille. Et du coup, donc, c'est un moyen de sortie dont tout le monde rêve, et c'est un bon moyen de valoriser des market leaders, de faire beaucoup de retours sur investissement, etc. Néanmoins, aujourd'hui, de plus en plus de sorties s'effectuent via le private equity, en fait, tout simplement. Ok, le secondaire ? Même pas le forcément. Secondaire ou le buyout ou autre. Ouais, d'accord, on revend à un autre fonds où c'est... Exactement, donc ça, c'est pour le coup, c'est une industrie qui est bien structurée depuis maintenant des décennies, qui est lucrative ou qui est bien exécutée. Et là-dessus, toutes les startups SaaS, par exemple, qui ont des business models de revenus récurrents, etc., ont maintenant généré une appétence et un engouement auprès du private equity, ou même des petites startups de 50 employés peuvent se vendre très très facilement, s'ils ont les chiffres qui vont bien. Tout à l'heure, tu nous as dit il y a peu d'investisseurs et tout le monde veut les quelques bonnes startups. C'est quoi une bonne startup en Europe aujourd'hui ? C'est une excellente question. Une startup, c'est quoi ? C'est encore une fois une bonne startup. C'est probablement celle qui va réussir à tenir et à créer un leader mondial. Bon, ça, c'est le rêve de tout investisseur. Il y a ce qu'on appelle la power law, tout le monde cherche ça. Après, en route, plein vont se revendre d'une manière ou d'une autre, devenir des très belles boîtes, mais pas forcément le leader mondial. Néanmoins, à la base, c'est bien de partir avec un rêve. Et donc, une start-up exceptionnelle, ce sera celle qui a une ambition exceptionnelle et qui sera dominante, quoi. Donc, à elle seule, et qui même ira manger les autres, etc. Donc, en ce moment, on a des exemples en Europe, comme Lovable, dans les Nordics, qui font des outils pour coder avec de l'IA, où n'importe quelle personne qui ne connaît rien en code peut se mettre à coder. Bon, la promesse est évidemment exceptionnelle. Il y a eu un bond énorme là-dessus avec OpenAI, les LLM, etc. Bon, ça, j'imagine qu'en se rasant le matin, celle à qui tous les investisseurs pensent, ouais, c'est ça, une très très belle startup. C'est un leader mondial. Et là où les Américains sont très forts, c'est cette espèce de pugnacité, même côté entrepreneurial, même côté fonds, qui convient à pas rendre les armes trop tôt. En fait, la vie d'un entrepreneur, c'est quoi ? C'est de bâtir. Bon, une fois de temps en temps, vous tombez sur un Elon Musk, même s'il n'est plus très en odeur de santé ou autre, mais
va marquer l'histoire, qui va être drivé par une ambition de malade. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui finissent par devenir virtuellement riches et qui, le jour où ont des options, la prennent, parce que moi, je la prendrais probablement. Et là où les Américains sont très forts, c'est de dire... Continue mon gars, il faut pas vendre tout de suite, il faut pas se brader, il faut pas baisser les armes, il faut pas aller voir Facebook, il faut continuer sur cette voie. Créer le géant mondial, quoi. Exactement, ouais. Et bon, ça a du sens. Après, c'est toujours pareil, après des questions de vie perso, c'est des questions métaphysiques. Mais c'est peut-être là où les Américains sont très forts, c'est justement, une fois qu'il y a quelque chose en devenir, de continuer à tracer cette route, parce qu'en fait, de toute manière, une fois qu'on a créé un si beau projet... à quoi bon aller s'embêter sur une île en étant riche, quoi. Et les Européens, où est-ce qu'ils sont forts alors? Parce qu'on entend souvent que l'Europe a perdu la bataille de l'IA générative, par exemple. Quelles sont les batailles que l'innovation européenne peut gagner demain? Déjà, est-ce que c'est vrai, cette idée qu'on a perdu la bataille de l'IA générative? Bon, là, je pense que tout le monde est tellement dans la mêlée qu'évidemment, il y a des géants à droite, à gauche, etc. Donc, il est quand même facile de distinguer qui sont bien positionnés. Après, tout ça va très vite, quoi. Donc, je pourrais être armé de certitudes, mais ce serait une idiotie, je pense, là. Donc, est-ce qu'on a perdu la bataille de l'IA générative? J'en suis pas forcément sûr. Après, encore une fois, on a des super talents sur place et qui bossent aussi, même s'ils sont parfois à la solde des étrangers, si on réfléchit comme ça, parce que c'est un peu la tonalité aujourd'hui. Ils continuent de travailler en France, de développer des choses brillantes, même si c'est au sein d'une organisation américaine. Et donc, où est-ce qu'on est fort? Encore une fois, on perd un peu sur le côté marché, parce que là-bas, en fait, on oublie que c'est un continent, donc c'est 10 fois plus gros, donc c'est plus simple, c'est qu'une langue, c'est pas de frontières, c'est une culture unifiée, etc. Donc là où nous, on pêche un peu parfois, c'est qu'on a une friction naturelle autour de la manière dont on se développe partout en Europe, et là où on est bon, encore une fois, c'est l'ingénierie, c'est les inventions, on est des terres d'innovation, quoi. Ouais. Merci Alexis de nous avoir accompagnés dans ce podcast France Invest. Alexis Dupelou, un président de la commission Venture et Growth chez France Invest, mais aussi partenaire chez Exchange. Merci beaucoup. Un grand merci. Ouais. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau podcast France Invest.